5 mars 1797 marque un tournant dans l'histoire de Tahiti et de la Polynésie orientale. À cette date, en effet, des missionnaires anglais protestants de la London Missionary Society arrivent sur le Duff du capitaine Wilson et débarquent dans la baie de Matavai. Ils sont accueillis par les Pomaré. Depuis l'arrivée de Wallis 30 ans plus tôt, en 1767, les contacts s'étaient multipliés entre navigateurs occidentaux et populations polynésiennes, mais ils n'avaient eu qu'un effet secondaire sur la vie quotidienne de la plupart des Polynésiens. Il n'en sera pas de même avec les missionnaires. La fin du XVIIIe siècle est marquée en Europe par la volonté des églises de procéder à l'évangélisation des peuples nouvellement découverts et de les initier aux valeurs de la civilisation occidentale jugée supérieure. C'est avec cet état d'esprit qu'arrivent en 1797 les missionnaires protestants anglais, puis un peu plus tard les missionnaires catholiques français. Sur Tahiti et Moorea, après des débuts difficiles, et grâce à la ténacité de l'un d'entre eux, le pasteur Notte, premier traducteur de la Bible en tahitien, les missionnaires réussissent à gagner la confiance du roi Pomaré II, qui finit par se convertir en 1812. Lorsque le roi se rend maître des îles du Vent, après la victoire décisive de Feipi, en 1815, les conversions s'accélèrent. Bénéficiant de l'aide et du soutien de Pomaré II, les missionnaires s'empressent alors d'imposer un nouvel ordre religieux et social. En 1819, ils rédigent et font appliquer un ensemble de règles très strictes, plus connues sous le nom de Code Pomaré. Lorsque Pomaré II meurt en 1821, il laisse des héritiers trop jeunes pour pouvoir gouverner seul. Ceux-ci, Pomaré III, puis la future grande reine Pomaré Vahine IV, tombent alors sous l'influence des missionnaires, en particulier du pasteur Pritchard. La mission contrôle alors à ce point la vie politique et sociale du royaume que l'on peut parler de théocratie, c'est-à-dire d'une forme de gouvernement dans laquelle l'autorité politique dépend du pouvoir religieux. Aux îles sous le vent, les missionnaires anglais imposent aux chefs, entre 1820 et 1822, des codes de loi semblables à celui de Tahiti. Quant aux missionnaires catholiques français, arrivés plus tard en Océanie, ils en font de même aux îles Gambier à partir de 1834, sous l'autorité des pères Laval et Carré. Le roi Maputeoa est baptisé en 1838 et l'archipel se hérisse de très nombreux édifices religieux. Les Gambiers vivent sous l'autorité directe des missionnaires jusqu'à leur annexion en 1881. Les missionnaires ne réduisent pas leur action à l'évangélisation. Ils veulent aussi réformer la société polynésienne en lui faisant abandonner ses anciennes valeurs pour adopter les valeurs européennes. Cette perte de valeurs culturelles qu'ils provoquent ainsi s'appelle l'acculturation. C'est ainsi qu'ils regroupent les populations dans des stations, autour de temples pour les protestants ou d'une église pour les catholiques, ce qui permet de mieux les contrôler. On doit se rendre plusieurs fois par jour au culte, s'habiller à la mode occidentale, ne plus se livrer aux chants et aux danses traditionnelles, ne plus se faire tatouer. Mais c'est aussi dans ces stations que les missionnaires créent des écoles, initient les habitants à de nouvelles techniques de culture, les aident à mieux construire leurs habitations, luttent contre certaines formes de violence comme le cannibalisme dans certains endroits, les infanticides ou les guerres incessantes. La société est plus contrainte, mais plus sécurisée aussi. Cette pression religieuse et sociale n'a pas été acceptée par tous les Polynésiens. C'est ainsi qu'en 1826 naît sur Tahiti un mouvement religieux appelé la Mamaya, qui se dit chrétien, mais qui souhaite remettre à l'honneur les chants, les danses et les cérémonies anciennes. Il veut aussi se démarquer des règles jugées trop strictes, trop contraignantes, des codes de loi missionnaires. Ce mélange de deux religions s'appelle le syncrétisme. Le mouvement Mamaya, soutenu par la reine et par quelques chefs, finit toutefois par disparaître aux alentours de 1832.
La société polynésienne connaît dans le même temps un fort déclin démographique. Celui-ci est dû aux maladies importées par les nouveaux venus, comme la grippe ou la variole. Les populations sont décimées. Sur les 60 000 à 80 000 habitants que comptait Tahiti au temps de Cook, il n'en reste plus que 10 000 vers 1830. Les îles pleines, observées par les premiers navigateurs, sont ainsi devenues des friches. Avec l'arrivée et l'installation des Européens, de nouvelles activités se développent. Quelques colons viennent s'installer sur Tahiti et plantent du café, du coton ou de la canne à sucre. Les chefs eux-mêmes vendent aux Européens les surplus des récoltes. Les missionnaires, quant à eux, se lancent dans le commerce du porc salé qu'ils expédient à Sydney et dans les bagnes australiens. La rade de Papeete est de plus en plus fréquentée par des navires qui font le commerce de l'huile de coco, de la nacre, de la perle ou du manioc. De nombreux baleiniers y font aussi relâche. Les équipages de ces navires posent souvent problème car ils ne connaissent pas de loi et font régner la violence et l'insécurité. Au milieu des années 1830, la Polynésie orientale vit donc au rythme des missions qui semblent s'être partagées la région. Les missions anglaises protestantes aux îles de la Société, aux Tuamotu et aux Australes, la mission française catholique, aux Gambier et aux Marquises. Pourtant, une succession d'événements vont bouleverser cet ordre établi et conduire la Polynésie orientale à se placer sous la protection de la France. Et ceci est une autre histoire. Véhéna en avril 1983, Océan en novembre 1997, Oli en février 2010, ces noms sont restés dans les mémoires, surtout des habitants des îles frappées par ces cyclones. Une cinquantaine de cyclones se forment en moyenne chaque année, dans le monde, dans la zone tropicale. La Polynésie française se situe dans cette zone. Rappelle-toi, fin janvier, début février 2010, Oli a parcouru 3000 km à travers le sud-ouest de l'océan Pacifique et la Polynésie française. Suivons-le. Le 29 janvier 2010, on observe d'importants amas de nuages au nord-est des îles Fidji. Une dépression se forme. Le 1er février, la dépression tropicale prend le nom d'Oli. Elle est située au nord des îles Cook, à 1000 km de Bellinghausen et 1500 km de Tahiti. La dépression s'intensifie et se déplace vers le sud-est. Les prévisions météorologiques annoncent son passage vers Scilly, Mopelia et les îles sous le vent. Un avis de mise en garde est diffusé par le Haut Commissariat pour les archipels de la Société et des Australes. Il annonce une houle pouvant dépasser 4 mètres, de fortes pluies et des vents en rafale de 100 km/h. L'itinéraire prévu pour le cyclone Oli se confirme. On passe à l'alerte orange, c'est-à-dire une menace de passage du cyclone dans moins de 48 heures. Le 3 février, l'alerte rouge est déclenchée pour les îles sous le vent, puis pour les îles du vent. L'alerte rouge indique une menace de passage du cyclone entre 12 et 18 heures. Dans la nuit du 3 au 4 février, le cyclone Oli passe à 160 km à l'ouest de Mopiti, à 300 km au large de Tahiti. Dans les heures qui suivent, le cyclone Oli s'intensifie entre Tahiti et les Australes. Les prévisions annoncent son passage sur l'île de Tubuai. Dans la nuit du 4 au 5 février, l'œil du cyclone passe sur Tubuai avec des vents en rafale de plus de 200 km/h. Après avoir frappé Tubuai, le cyclone s'affaiblit. Il redevient une dépression. Le 6 février, il passe à 150 km au sud-ouest de Rapa. Qu'est-ce qu'un cyclone ? Un cyclone tropical est un tourbillon d'air chaud et humide d'un diamètre de 200 à 500 km, parfois plus. Vu de l'espace, il se caractérise par des bandes de nuages disposées en spirale, attirées vers un anneau central. Au centre de cet anneau se trouve l'œil du cyclone d'un diamètre de 20 à 35 km. C'est une zone d'accalmie peu nuageuse. Au centre du système, la pression atmosphérique baisse considérablement.
Plus la pression est basse, plus les vents sont forts. Ces vents tournent à une vitesse souvent supérieure à 200 km/h dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Cela est dû à la rotation de la Terre. Dans l'hémisphère nord, les vents tournent dans le sens contraire. L'ensemble du système progresse un peu comme une toupie qui tourne sur elle-même et se déplace lentement à 20 ou 30 km/h. Avec les vents violents, le cyclone est accompagné de pluies torrentielles. Elle provoque des crues dans les rivières, surtout si les pentes sont fortes comme à Tahiti. Les rivières débordent et inondent de vastes zones. Les sols, sur des pentes instables, gorgés d'eau, glissent vers le bas. Ce sont les glissements de terrain qui emportent parfois maisons, arbres et routes. La baisse brutale de la pression atmosphérique, combinée aux effets du vent, provoque une surélévation du niveau de la mer. Une houle importante se propage à des milliers de kilomètres du centre du cyclone et précède souvent l'arrivée du cyclone. Elle touche les rivages des continents et des îles. Les zones côtières basses sont alors particulièrement menacées. Les cyclones naissent dans les régions tropicales sur des océans dont la température est supérieure à 26 degrés centigrades, sur une épaisseur d'eau de plus de 50 mètres. Sur cette carte sont indiquées les différentes zones de formation des cyclones et leurs itinéraires. Le Pacifique Sud est particulièrement concerné. La structure d'un cyclone est la suivante. Au-dessus de l'océan, où l'eau est à plus de 26 degrés centigrades, l'air chaud et humide monte en spirale. L'air est aspiré comme dans une cheminée, à très haute altitude et à très grande vitesse. Vers 15 000 mètres d'altitude, le froid provoque la condensation de l'humidité sous forme d'un tourbillon de gros nuages qui provoque des vents violents et des pluies torrentielles. Au passage du cyclone Oli, des pluies diluviennes, des vents violents et surtout une très forte houle ont touché les îles. De nombreuses maisons ont été fortement endommagées ou détruites. Des terres agricoles ont été recouvertes d'eau de mer. Les cultures ont été perdues. Les réseaux de distribution d'eau potable, d'électricité et de téléphone ont subi des dégâts. Des routes en bord de mer ont été arrachées ou recouvertes de gravats en provenance de la mer ou d'arbres abattus. Le cyclone Oli a fait un mort à Tubuai, mais des cyclones précédents ont été plus meurtriers. Au Tuamotu, les atolls sont particulièrement sensibles aux houles cycloniques. Les cyclones de 1878, 1903 et 1906 y ont fait 752 morts, ceux de 1983 une dizaine. Les prévisions météorologiques permettent d'alerter à temps la population et de prévenir des risques. Les dégâts sont inévitables, mais on tente de les limiter et surtout de préserver les vies humaines. Pendant la saison cyclonique de novembre à avril, un système d'alerte progressive renseigne la population sur les précautions à prendre. Tu peux les trouver dans le dépliant « Les gestes qui sauvent » distribué par le Haut Commissariat de la Polynésie française. Dans quelle zone climatique les cyclones peuvent-ils naître et se développer ? Les océans des régions tropicales, dont la température est supérieure à 26 degrés centigrades, dégagent beaucoup d'air chaud et humide. La chaleur passe dans l'atmosphère, il peut alors se créer un grand tourbillon, un cyclone. Celui-ci produit, comme dans une cheminée, une énorme quantité d'énergie à très haute altitude. L'énorme masse nuageuse qui se forme crée des vents violents et déverse des pluies torrentielles. Vents et pluies déclenchent des catastrophes dans les terres habitées se situant sur le parcours du cyclone. Peut-on en contrôler les effets ? Les prévisions et la prévention permettent d'en atténuer les effets. Cherche avec tes camarades pourquoi les atolls sont plus particulièrement en danger lors du passage d'un cyclone. Bonne recherche! C'est qui a pris mes clés? C'est quoi qui te gêne? Pour quelle raison étrange n'utilise-t-on pas la forme la plus simple du pronom interrogatif sujet ou COD, qui est pourtant la plus correcte? Quelques autres exemples
pour montrer qu'on peut exprimer de manière moins lourde et moins familière la même chose. C'est qui a fait ça peut se dire qui a fait cela. C'est quoi qui te gêne peut se dire qu'est-ce qui te gêne. C'est quoi que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Ou que préfères-tu? Ce n'est pas très compliqué. C'est probablement le goût que nous avons pour la forme présentative « c'est » que nous mettons à toutes les sauces. Personne n'utilise « c'est qui » ou « c'est quoi qui » à l'écrit, sauf peut-être dans les SMS. Cela veut dire que chacun sait que c'est très relâché. Donc, rien de très grave à cela, mais dans certaines situations de communication, il faudra l'éviter absolument. C'est qui est le responsable pourra être dit de manière plus élégante, qui est votre responsable. C'est quoi que j'ai mal fait se traduira par qu'ai-je fait de mal. Maintenant, entraînons-nous. Accord sujet-verbe, cas délicat, c'est moi qui, c'est toi qui, etc. Dans la proposition subordonnée relative, le pronom relatif qui joue le rôle de sujet. C'est moi qui avoir la clé de la maison. Comment accorder avoir? L'accord du verbe se fait logiquement avec qui, puisqu'il est le sujet du verbe avoir. Mais qui est qui? Eh bien, en réfléchissant un peu, on voit bien que c'est moi que remplace qui, c'est-à-dire la première personne, je. Il faut donc dire c'est moi qui ai, AI, la clé de la maison, et non pas c'est moi qui a la clé. Il faut donc toujours savoir ce que remplace le pronom qui pour accorder le verbe de la proposition subordonnée relative correctement. Si je remplace moi par nous, cela donnera « c'est nous qui avons la clé de la maison ». Si je remplace moi par vous, cela donnera « c'est vous qui avez la clé de la maison », etc. Maintenant, entraînons-nous. O hiro I tito ui o. Au mā maha matahi tito u. Te paraparone I au nā rato I te reo tahiti. Te reo whanani. E, I te whare hapi ira. Te hapi ine au I te reo peretāne. Te reo pāniora. E tēno atu I te reo rātino. Me hurua te ato mātou whare I te whare hapi ira tuarua. Te tumuia mātou e hiti oi oi noa I te maupaupu oi atua I te horo maha e te awha. Mea nāni ia pauro mātou e tō umau teina I te pere o matain a ia haere atu I te whare hapi ira. E haere isho mātou I te wahi tāpe ar āpere o. Oi oi no mātou I te whainini I te paipu. E ia hāt pere o ia mairihi atu I te horono. Ai tān ara, mea pata āwēno ia I haere atu I te whare hapi ira e ere atu o I te mea aurua ia tae te maumahanau. E whaati te pere o I te mautuha a oiri atu o. E to pui hoa ia te whārerei ai to pui a mātou I te mōhua. Whaati ia tūra ia te tei choho o tānei mātai I ina pua era. Vetahi, te tāmaura ia I tā rato hapi a e te vai atu ora, te ware anora I te tato. E matara te uputo te whare hapi I te horo hitu. E haamata te mau hapi I te horo ahuru mā pāminiti I mairi te horo hitu. E whaari ihia mai mātou e te mautia I ruto I te au. I reira ia wau e I te whaahauai I te umau hoa. Hou te hapi I haamataro ai, e parau-parau I hoa ia, e hauti hoa ia. E whaati ahia mātou I te hauti, inia I te taua tu era apopō I mori atu I te whare hapi ira. I te pāteira āoe, e āpapa paurua mātou I moe te uputa tamora o te pia, ma te vai muhu o reno. E hia matahiti tō hiro iti. Ho e ahuru mā piti, ho e ahuru mā pae, ho e ahuru mā toru, ho e ahuru mā maha.
e ahuru māmaha teiti tō Hiroiti. E ha te maurio tā Hiroiti e hapi i era e te whare hapi i a. Te reo Purutia, te reo Peretani, te reo Ratino, te reo Tinto, te reo Paniora. Te reo Peretane, te reo Paniora, e tāno atu i te reo Ratino. A whaaro mai oi te e mō tei ohura, e a whatu a tia tui a ratoin e te whatiar a Hirohiti. Hora mahai te a wha. Ahuru ngā pēmini titoe e hora o noa tuei. Hora hitu, ahuru ngā pēmini iri te hora hitu. E hamata te mauhapi ir a. E tapai te pre oi te wahi tapi ar a. E te e mātoi te ara i te hora. E matara te uputau te whare hapi ir a. E whaatano i tā oe pāhono rā, iau i te terera o te tau. E tia ia mātou i te hiti te hora mahai te awhai te mōpu oi atoa. E tāpai mai pere o i te hora auru māpaimini te toe hora o noai. E matara te uputa o te wharehapi ai te hora hitu. E haamata te mohapi ai te hora auru māpaimini te mairi i te hora hitu. A whaaro o whaahuan ai. E a tamataan e te ite e ha te tupu ini e ia Hiroiti te te mahana. Ua tai te ho e mahana, ai tau i tāmau i tā uhapira. No te hape a tō uteina, te i pāheru haere nārato i tā upu te vaira aputa. Ua mo e pauru o tā umauputa, ai te hoa i e puta rātino. O tā uat o i e tāmata i te whaata atu i tā uorume tū hapi. Ai tā rahoi e rāwea, a ware mai e o i e tā u aamu. Huru i riar i hia voi tau mahanara. E te amāt o i mui te rowe rā. E riri tō u ia uiho no tō u hapa ore mai tei rā i tau mau tauhia. Te hea atura i e tau mau pinitara, tau puta pāpai, e te tei o atoa. No tō u ria rahei e i te hare wahai whāro i chapi rā i orometua. I te hope rā o te hora, te me whawhaea rā, te titau mai nei te orometua i au. E Hiroiti e, oi te hei o e tamani mai teiro o i tā o e hapi rā reo rātino. Ati rā ia, e ere te i e te pea pea rahi. Mai te i nei rā, a haapa o mai te i tā o e mautau hi a hapi rā. E i ha roa atu ia mo e whaahu ia oe, a piti, a torua e te me a muri no atu. E i te ewa e hi ono ia oe. Mahara hei tā uino i horo i tau te mera. Ha maruru ane i o i te orometua, a ume atu i rāpai, i roto i te aua, i tō umu hoara no te apaupau i tō uora rahi. E ha te imu e hia ia Hiroiti, tāna pute, tāna weira penitara, tōna ahutu aro, tāna penitara, tāna puta papai. Te ie nā ohipe imu e he atu, tāna weira penitara, tāna penitara, tāna puta. I te hopi ar au te hora, e hati te ar au te oromitua hapi, ua tairi iana, ua tama iana, ua hao noa iana. E, ua hao noa iana. Ai te pea pea rahi no te ie teme. E ia hara ia tāpiti. Tātoru, aore e rahiru atu. E i te ia wau e hi o noa ia oe. A tei ona oe i nā irawa i toru nei. Te hea i roto i a rātou e whai te mei ia oe i te parau no. Te riri, te whiu, te aor a. A atu mai te oe ta oe ta oe te whare. E ia iam oe hia ta oe tau hi a hapi ra. A atu mai te pei ta oe te whare. E ia iam oe hia ta oe tau hi a hapi ra. A atu mai te oe ta oe te whare. E ia iam oe hia ta oe tau hi a hapi ra. A atu mai te oe ta oe te whare. O te riri ia. A atu mai te oe ta oe te whare. O te whiu ia. A atu mai te oe ta oe te whare. O te aora a ia. Te tāra e a oe tēnei. Ho e ira wāra. Wa rau ia rāwea no te whaaite i te huru o te tāta.
Comment a-t-on découvert le nombre pi? Depuis très longtemps, les hommes ont cherché à calculer le périmètre et la surface d'un cercle. Et il semble que très vite, les mathématiciens ont découvert que le rapport entre la circonférence du cercle et son diamètre est une constante. Et que cette même constante donne aussi le rapport entre la surface du cercle et le carré de son rayon. Par exemple, à Babylone, il y a 4000 ans, on le savait déjà. Des tablettes datant de cette époque donnent une valeur de pi de 25 huitièmes, soit 3,125. Pendant longtemps, on a cherché à exprimer pi sous une forme rationnelle, c'est-à-dire comme le rapport entre deux nombres entiers. Par exemple, à peu près à la même époque, les Égyptiens utilisaient la valeur de 256 sur 81, soit 3,16. Mais pour ce qu'on en sait, toutes ces valeurs étaient déterminées expérimentalement. C'est Archimède, un mathématicien grec vivant à Syracuse, qui le premier démontre vers 250 avant Jésus-Christ les formules du cercle et par la même occasion que c'est bien la même constante, pi, qui intervient dans le calcul de la circonférence et celui de la surface. Il remarque aussi que le cercle est compris entre deux polygones, l'un intérieur au cercle et l'autre extérieur. Comme on sait très bien calculer le périmètre d'un polygone, il peut montrer que pi est compris entre 223 sur 71 et 22 septièmes, soit entre 3,1408 et 3,1429. En fait, sa méthode aurait pu lui permettre d'avoir beaucoup plus de décimales, mais elle était un peu compliquée et il lui aurait fallu des moyens de calcul plus puissants. Et puis 3,14, c'est une précision suffisante dans la plupart des cas. Il faudra 1600 ans à l'humanité pour calculer les 10 décimales suivantes. Entre-temps, deux idées ont fait leur chemin. Pi est irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais l'écrire comme le rapport entre deux nombres entiers, ce qui fut démontré au XVIIe siècle. Et pi peut s'écrire comme une suite de fractions. C'est au XVe siècle que Madhava de Sangamagrama, un mathématicien indien, trouve que pi peut s'écrire 4 sur 1, moins 4 sur 3, plus 4 sur 5, moins 4 sur 7, plus 4 sur 9, etc. Malheureusement, pour que cette série donne une bonne approximation de pi, il faut calculer des milliers de termes. Et avec une autre série mathématique qui s'en inspire, Madhava de Sangamagrama a été capable de calculer 11 décimales. Et quelques années plus tard, un mathématicien persan en calcule 16. Dès lors, on trouve de nouvelles séries mathématiques qui permettent de calculer plus de décimales avec moins de termes. En 1706, 300 ans après qu'on ait passé le cap des 10 décimales, on franchit celui des 100 décimales. C'est aussi l'époque où pi trouve son nom. On l'écrivait plutôt à l'époque pi sur delta, pi étant la première lettre du mot périmètre en grec, et delta la première lettre du mot diamètre, toujours en grec. Au cours du XVIIIe siècle, son nom actuel, pi, s'imposa progressivement. À la fin du XIXe siècle, le record est détenu par le mathématicien anglais William Shanks, qui en a calculé 707 en 15 ans. Lors de l'exposition universelle de 1937 à Paris, une partie du Grand Palais est transformée en Palais de la Découverte. On y aménage une salle entièrement consacrée à pi et on recopie au plafond de cette salle les 707 décimales de Shanks. Malheureusement, on découvrit en 1945 que William Shanks avait fait une erreur de calcul à partir de la 528e décimale. Au Palais de la Découverte, les 180 décimales fausses ont été corrigées en 1950 et on peut toujours y visiter la salle pi avec les 707 décimales correctes. Aujourd'hui, n'importe qui peut calculer sur son ordinateur des milliards de décimales de pi. En 2010, le record était de 5000 milliards. Et dire que 4 décimales suffisent pour la plupart des calculs. Confusion entre futur et conditionnel à la première personne. Je partirai I ou IS. Je viendrai I ou IS. Et beaucoup de gens se demandent laquelle des deux solutions choisir. La première forme, en Ré sans S,
est un futur. L'action est donc présentée comme certaine, dans l'esprit de celui qui l'a dit. Je viendrai demain, l'action est sûre. Donc, AI. Au contraire, je viendrai AIS est inconditionnel. L'action est imaginée, hypothétique, incertaine, comme dans « je viendrai si tu me le demandais ». Voici une astuce possible. En remplaçant par la deuxième personne, je vais pouvoir distinguer entre les deux formes. Voici le premier exemple. L'année prochaine, je partirai étudier au Canada. Lorsque je remplace « je » par « tu », j'obtiens logiquement « l'année prochaine, tu partiras étudier au Canada ». On voit bien ici qu'il s'agit du futur. Il ne faut donc pas mettre de « s » à la première personne. Je partirai AI. En revanche, dans l'exemple suivant, je partirai étudier au Canada si j'en avais les moyens. Le remplacement donne « tu partirais étudier au Canada si tu en avais les moyens ». Ce n'est qu'une hypothèse. C'est le conditionnel. Il faudra donc mettre un « s » à la première personne. Je partirai AIS. Maintenant, entraînons-nous. As-tu déjà entendu parler des Pomaré? C'est une famille qui a joué un rôle important dans l'histoire de Tahiti. 5 d'entre eux se sont succédés comme rois de Tahiti. Pomaré 1, 2, 3, 4 et 5. Cette succession de rois issus d'une même famille s'appelle une dynastie. Tout qui prend le nom Pomaré Ier est le chef des districts de Pare-Arué, de la vallée de Tiperui à l'ouest, à la crête du Tara au nord-est. Il descend par sa grand-mère paternelle des Wahiatua, chef de la presqu'île, et par sa mère des Tamatoa, grand chef de Raiatea. James Cook, le navigateur anglais, lors de son deuxième voyage en 1773, puis William Blight, capitaine de la Bounty en 1788, pense que le personnage important qui les reçoit dans la baie de Matavai est le roi de Tahiti. En fait, Pomaré n'est que le chef d'une des nombreuses chefferies de Tahiti. Ce chef a bénéficié non seulement des cadeaux reçus des Occidentaux, mais aussi de l'aide des armes à feu, de l'aide aussi ensuite des déserteurs qui vont quitter les navires et s'installer sur l'île et faire bénéficier le chef qui s'occupera d'eux de leurs techniques de combat qui sont différentes des techniques de guerre qu'utilisaient les Tahitiens à cette époque. En 1797, les missionnaires protestants anglais sont accueillis à leur tour par Pomaré Ier et son fils Pomaré II. Cette gravure représente les missionnaires recevant des Pomaré un terrain à la pointe Vénus. On reconnaît Pomaré I, Pomaré II et son épouse Tetua, portée sur les épaules du serviteur. Les missionnaires accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Pomaré Ier meurt en 1803. Son fils Pomaré II avait reçu dès sa naissance le nom et les privilèges de chef. Il succède à Pomaré Ier. C'est le début d'une dynastie. Pomaré II a du mal à s'imposer comme roi de Tahiti. Deux camps s'opposent. Pomaré II s'appuie sur les mercenaires européens et les missionnaires protestants anglais. Face à lui, la plupart des chefs se coalisent pour défendre les coutumes et la religion traditionnelle.
En 1808, Pomaré II est battu par une alliance de la plupart des chefs de Tahiti. Il fuit à Moorea. Pendant plusieurs années, Pomaré II reconstitue ses forces. Il se marie et passe des alliances avec les chefs des îles sous le vent. De retour à Tahiti, avec l'appui de mercenaires européens, il remporte la victoire de Feipi en 1815. 4 ans après, il reçoit le baptême et un code de loi rédigé par les missionnaires le proclame roi de Tahiti en 1819. C'est le code Pomaré. La religion protestante devient la nouvelle religion. À la mort de Pomaré II en 1821, son fils n'a que 18 mois. Élevé par les missionnaires, Pomaré III est couronné à la manière anglaise à l'âge de 4 ans, mais il meurt très vite en 1827. L'autre enfant de Pomaré II, Aimata, une jeune fille de 14 ans, prend alors le pouvoir. C'est sous son règne qu'est signé le protectorat avec la France en 1842. Tahiti et quelques îles deviennent établissements français de l'Océanie. Ici, dans le portrait réalisé en 1851 par le peintre Charles Giraud, la reine a 38 ans. En 1857 débute la construction de son palais à Taraheuï. Il ne sera achevé qu'en 1883. Le règne de Pomaré IV durera 50 ans, de 1827 à 1877. Son fils, Ariaoué, lui succède en 1877. À cette époque, il était apparu pour le gouvernement français qu'un protectorat n'était plus suffisant pour asseoir leur pouvoir dans cet espace du Pacifique et qu'ils ont souhaité et influencé Pomaré V de façon à ce qu'il accepte de signer la cession de Tahiti à la France qui faisait de Tahiti et de ses dépendances une colonie française. Pomaré V meurt en 1891 sans héritier reconnu. C'est le dernier roi de Tahiti et la fin de la dynastie des Pomaré. Deux formes de traces du passé rappellent la dynastie des Pomaré. Des monuments avec les tombes des 4 premiers rois Pomaré au cimetière royal Toanui à Aroué, Le tombeau du roi Pomaré V, le bain de la reine à Taraheuï, la mairie actuelle de Papeete, construite sur le modèle du palais royal de Pomaré IV. des objets au musée de Tahiti et des îles avec la couronne de Pomaré III, Le tableau de la reine Pomaré IV, peint par Charles Giraud. le buste de Pomaré V. De l'arrivée des Européens à la mort de Pomaré V, 5 chefs puis rois et reines se sont succédés. Avec l'aide des navigateurs européens, puis des missionnaires, à partir d'une petite chefferie, les Pomaré se sont imposés comme rois de Tahiti et des îles. La dynastie des Pomaré a duré plus d'un siècle. Tu peux chercher avec tes camarades des noms de rues à Papeete qui rappellent les Pomaré. Bonne recherche! Qu'est-ce que la radioactivité? La matière est constituée d'atomes. Les atomes de la matière qui nous entoure sont pratiquement tous stables, c'est-à-dire qu'ils ne se transforment jamais. Quand un être vivant transforme de la matière, il ne transforme pas les atomes, il les associe simplement différemment. C'est la même chose pour un matériau minéral. Par exemple, quand le fer rouille, les atomes de fer ne se transforment pas, ils s'associent simplement à des atomes d'oxygène pour former une nouvelle molécule. Le nombre d'atomes de fer sur Terre ou de n'importe quel autre élément chimique est donc constant. Enfin, pas tout à fait, car il existe quelques atomes qui ne sont pas stables. Ce sont les atomes radioactifs. Ces atomes se transforment avec le temps en d'autres atomes.
Le temps qu'ils mettent pour se transformer est aléatoire. Mais si on prend un grand nombre d'atomes, on sait que la moitié d'entre eux se sera transformée au bout de ce que l'on appelle la période radioactive de l'atome ou encore la demi-vie de l'atome. Par exemple, la période de l'uranium-235 est de 700 millions d'années, mais celle du polonium-211 est de seulement une demi-seconde. Le polonium-211 a une période très courte et du coup, il n'existe pas à l'état naturel. Si on crée un échantillon de 100 grammes, il en reste déjà moins d'1 gramme au bout de 7 secondes, le reste s'étant transformé en plomb. Lors de la désintégration radioactive d'un atome, il peut se créer 3 types de particules qu'on appelle alpha, bêta et gamma. Comme ces particules sont éjectées avec une vitesse très importante, on parle de rayonnement alpha, bêta et gamma. Les particules alpha sont des atomes d'hélium. Ce sont les particules radioactives les plus lourdes et les plus lentes. Ce sont aussi celles qui font le plus de dégâts là où elles passent. Elles arrachent les électrons des atomes à proximité desquels elles passent. La matière est donc ionisée sur leur passage. Mais comme les particules alpha interagissent fortement avec la matière, elles ralentissent très vite et finissent par redevenir des atomes d'hélium classiques. Il faut quelques centimètres d'air seulement pour les ralentir et quelques centièmes de millimètre d'eau. L'eau étant le principal constituant du corps, le rayonnement alpha est donc arrêté par la couche superficielle de peau qui est morte. Mais l'ingestion d'une source radioactive alpha peut faire beaucoup de dégâts dans l'organisme, car ce sont alors des cellules vivantes qui sont irradiées. Le processus d'ionisation peut mener à une altération de l'ADN et entraîner des modifications des cellules, causant par exemple des cancers. Le poison radioactif le plus connu est le polonium-210, utilisé par certains services secrets et que l'on retrouve en faible quantité dans les cigarettes. Après un accident nucléaire, ingérer des légumes contaminés est donc extrêmement dangereux. Les particules bêta sont des électrons ou des positrons. Elles sont beaucoup plus légères que les particules alpha, mais beaucoup plus rapides. Elles interagissent aussi avec la matière en l'ionisant, mais de façon moins efficace que les alphas. Par contre, elles pénètrent plus profondément dans la matière, quelques mètres dans l'air, quelques millimètres dans l'eau. Elles traversent donc sans problème la peau et peuvent produire des dégâts dans l'organisme. Mais il est facile de s'en protéger, avec par exemple 0,5 cm de verre ou d'aluminium. Le rayonnement gamma est un rayonnement électromagnétique, comme la lumière visible, mais il est beaucoup plus énergétique. Il interagit faiblement avec la matière et peut donc traverser de nombreux matériaux sans être atténué. C'est le cas de l'air et de l'eau. Les rayonnements gamma traversent donc la totalité du corps, mais ionisent rarement la matière sur leur passage. Une grande quantité de rayons gamma finit quand même par causer des dégâts importants dans l'organisme. Tous ces rayonnements ont pour principal effet d'ioniser la matière sur leur passage, et c'est pour cela qu'on les appelle parfois des rayonnements ionisants. Leur capacité à détruire des cellules peut être mise à profit pour détruire des cellules malades. C'est le cas de la radiothérapie, qui consiste à envoyer des rayonnements ionisants sur des cellules cancéreuses afin de les détruire. Je t'ai appelé seulement ce matin. La séquence « Je t'ai appelé seulement ce matin » peut recevoir 2 interprétations différentes. En français standard, elle signifie « Je t'ai appelé ce matin, mais pas avant, pas à un autre moment ». En français local, ce sera plutôt « Je n'ai pas cessé de t'appeler ce matin, j'ai passé mon temps à t'appeler ». En français standard, la valeur restrictive de seulement porte sur le complément circonstanciel de temps. C'est ce matin et pas avant que je t'ai appelé. En français local, seulement fonctionne comme un calque du tahitien noa, dont la valeur restrictive porte sur le verbe. Dans noa modifie ta nyunyu. Je n'ai pas cessé de t'appeler. Il en va de même en français local, où la valeur restrictive de seulement
porte sur le verbe appeler. Ajoutons que seulement se prononce localement plutôt seulement. Et qu'il peut s'employer dans des phrases qui ne comportent pas de complément. Madame, il m'embête seulement. Madame, il n'arrête pas de m'embêter. Madame, c'est ça, Ishwa, que j'ai dit. Le mot Ishwa ou Shoa, entendu dans cette phrase en français local, vient directement de la locution tahitienne Ihoa, que l'on peut traduire approximativement par vraiment ou exactement. Ainsi, on peut comparer le C'est ça, Ishwa, que j'ai dit. Au tahitien, Tera Ishwa ta'u iprau. Ce qui équivaut en français standard à « c'est exactement ce que j'ai dit ». Avec d'autres particules comme « pra »,« hoi » ou « pai », Ihoa participe en tahitien à l'expression de la modalité, c'est-à-dire à la manière dont celui qui parle considère l'information contenue dans la phrase qu'il prononce, en particulier ici selon son degré de certitude. Par exemple, si je dis en tahitien « Wareva o teva », cela signifie simplement « Teva est parti ». Mais « Wareva pa o teva » signifie « Teva est peut-être parti ». Et si je dis « Wareva Ihwa o teva », alors ce sera « Teva est vraiment parti » ou « C'est sûr, Teva est parti » ou encore « Je t'assure que Teva est parti ». Passé en français local, Paha et Ishwa expriment ainsi le doute et la certitude. Il est parti, Pa. Il est peut-être parti. Il est parti, Ishwa. C'est sûr, il est parti. Le 10 mai 81, donc François Mitterrand est élu président de la République. Il faut imaginer la rue Soufflot, absolument noire de monde. Les deux portes sont ouvertes et on avait une dizaine de caméras, c'était énorme, à la fois dehors et dans le Panthéon. Une caméra qui était là, on l'avait fait entrer, on avait vu les deux portes qui s'ouvraient comme ça, et lui qui entrait de son pas très solennel comme ça. Si François Mitterrand se rend au Panthéon le 10 mai 1981, ce n'est pas fortuit. Le Panthéon est un haut lieu de mémoire dédié aux grands hommes de l'histoire de France. Mais le statut actuel de ce monument est le résultat d'une longue lutte qui a opposé les partisans de la laïcité à ceux de l'Église et de l'Ancien Régime. Le 6 septembre 1764, le roi Louis XV, entouré de toute sa cour et d'une grande partie de ses proches, est venu poser ici d'une façon tout à fait symbolique la première pierre de la future église Sainte-Geneviève. Alors c'était un acte tout à fait solennel qui devait en plus légitimer d'une façon encore plus forte cette fondation royale. Cette cérémonie a été très grandiose puisqu'une gigantesque toile peinte avait été installée pour l'occasion. Une grande partie de la population parisienne était réunie sur cette future place du Panthéon. Il y avait énormément d'ouvriers qui étaient présents également, ainsi qu'une grande partie des gardes du corps du roi. L'emplacement de l'église Sainte-Geneviève n'a pas été choisi par Louis XV de façon innocente.
Nous sommes ici tout en haut de la montagne Sainte-Geneviève, c'est-à-dire en plein cœur du Paris gallo-romain, juste à 50 mètres de l'ancienne église Sainte-Geneviève qui avait été fondée au VIe siècle par Clovis. Donc bien sûr, Louis XV a voulu rattacher et avoir une sorte de filiation entre les Mérovingiens et les Bourbons. Et puis bien sûr, rattacher également l'image de Sainte-Geneviève à un Paris mythique et surtout à la civilisation gallo-romaine. D'ailleurs, inspiré par l'Antiquité, l'architecte Soufflot donne à l'édifice un caractère monumental destiné à exalter la foi. À l'époque de Louis XV, il n'y avait pas de circulation automobile. Seules quelques maisons de ville entouraient l'église et des fenêtres permettaient d'éclairer l'intérieur. Avec la Révolution française, les idées des Lumières s'imposent. Pour la première fois, on parle de transformer le bâtiment en temple de la patrie pour célébrer la mémoire des grands hommes de la liberté française. En 1791, à la mort de Mirabeau, l'Assemblée transforme officiellement le monument en un mausolée, le Panthéon. L'appropriation par l'Assemblée nationale de l'église Sainte-Geneviève transformée en Panthéon a un sens antireligieux très fort dans la mesure où l'église est débaptisée, devient Panthéon, où elle est laïcisée et où de grands adversaires de la religion, comme les philosophes Voltaire et Rousseau, rentrent au Panthéon. Et c'est d'autant plus fort au moment de la déchristianisation de l'an 2, lorsqu'on s'aperçoit par exemple que les reliques de Sainte-Geneviève sont jetées à la Seine et qu'elles sont remplacées par Marat, qui est l'un des plus grands déchristianisateurs. Ainsi, le 11 juillet 1792, les cendres de Voltaire sont amenées triomphalement dans l'ancienne église Sainte-Geneviève. Déposées dans la crypte, elles sont rejointes 2 ans plus tard par celles de son illustre ennemi, Jean-Jacques Rousseau. Mais pour certains panthéonisés, le repos éternel est de courte durée. Les premiers panthéonisés, les révolutionnaires, ont eu des sorts délicats. Mirabeau en particulier est sorti assez rapidement après son entrée, dans la mesure où on a découvert qu'il était corrompu, qu'il avait trahi et qu'il s'était compromis avec le roi. Bizarrement, il a été remplacé par Marat pratiquement le même jour, et le sort de Marat a été encore plus rapide, dans la mesure où Marat est resté 6 mois seulement au Panthéon. Ses cendres ont été dispersées dans la rue, ses bustes ont été rompus, les communes qui s'appelaient Marat ont été débaptisées, et finalement les 2 révolutionnaires qui étaient adversaires ont été unis dans le même sort. Après la Révolution, le Panthéon redevient l'église Sainte-Geneviève. Aujourd'hui encore, on peut retrouver des traces qui se rapportent aux différentes époques de l'édifice. Et même aux cieux, dans la nef et sous la coupole, on remarque une rivalité entre la royauté, la République et l'Empire. Dès 1760, Soufflot, l'architecte du monument, avait conçu une première fresque représentant l'apothéose de Sainte-Geneviève, puisque nous étions bien sûr au départ dans une église qui était dédiée à Sainte-Geneviève. En 1811, lorsque le baron Gros a été sollicité par Napoléon pour faire cette fresque, elle devait bien sûr représenter Sainte-Geneviève de nouveau, mais aussi Napoléon et sa famille, afin de permettre de montrer la continuité dynastique et légitimer la dynastie napoléonienne qui était établie sur le trône depuis déjà quelques années. Lorsque Louis XVIII est revenu sur le trône en 1814, au moment de la première restauration, Napoléon a été remplacé par Louis XVIII et sa famille, présentant en premier point la charte qui rétablit le catholicisme comme religion d'État, et bien sûr le Panthéon devient de nouveau une église à partir de cette époque. Il faut attendre la Troisième République et la fin du XIXe siècle pour que l'église Sainte-Geneviève redevienne le Panthéon. La première panthéonisation de cette période a lieu en 1885, à l'issue des funérailles de celui qui apparaît comme un grand héros national, Victor Hugo. Il faut imaginer un Paris envahi par une foule monstrueuse, 1 million à 2 millions de personnes. On se bouscule, c'est la pagaille la plus totale. Victor Hugo est vraiment entré vivant dans la légende. Il a fallu une loi pour que le Panthéon soit rendu au culte de la République et donc arraché à l'Église. Les catholiques n'en ont pas voulu à Victor Hugo, ils sont venus accompagner sa dépouille. Mais le gouvernement s'est quand même méfié. On a craint que le peuple de gauche
celui-là, toujours plus bouillant que l'autre, se réveille. Alors on a évité les grands boulevards, on a pris l'Arc de Triomphe, la Concorde, on est passé devant l'Assemblée nationale, et puis ensuite le boulevard Saint-Germain, le boulevard Saint-Michel, et enfin le Panthéon. Cette cérémonie relance définitivement le culte des grands hommes et la destinée républicaine du Panthéon. Le monument ne sera plus jamais une église. La Troisième République continuera de célébrer la mémoire de ceux qui en ont fait la gloire. Sadi Carnot, Émile Zola, Léon Gambetta et bien sûr Jean Jaurès. Pour la première fois dans l'histoire de la République, un cortège officiel est ouvert par des délégations politiques mêlées aux représentants de l'État. Toutes les forces de gauche sont associées au cortège. Les mineurs de Carmaux, dont Jean Jaurès fut l'élu, portent le cercueil. Ils sont suivis des radicaux, des socialistes, puis des communistes révolutionnaires qui commémorent ainsi le fondateur de l'humanité. Mais la panthéonisation de Jean Jaurès fait l'objet de polémiques entre différentes tendances politiques. Jean Jaurès a été panthéonisé en novembre 1924, dans un moment d'affrontement important entre la droite, qui détenait le pouvoir depuis l'après-guerre, et la gauche qui tente de s'unir autour de la figure du tribun. Et ce sont essentiellement les valeurs consensuelles que représente Jaurès à l'époque, c'est-à-dire le pacifisme, l'anticolonialisme qui l'emporte, plutôt que son appartenance à un parti politique précis, le Parti socialiste. Il y a affrontement entre les forces de droite qui se réclament à cette époque de Jeanne d'Arc, qui a été béatifiée à cette époque, qui soutiennent l'acquittement de l'assassin de Jaurès, et qui proposent comme lieu de mémoire plutôt l'Arc de Triomphe ou les monuments aux morts, et la gauche qui tente de ressouder, de retrouver une identité après les scissions qu'elle a connues dans l'après-guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, la fonction du Panthéon comme temple de la République n'est plus contestée. S'il demeure un enjeu entre les forces de gauche et de droite, c'est pour le revendiquer. Au début de la Ve République, sur décision du général de Gaulle, Jean Moulin, symbole de la résistance, entre au Panthéon. La cérémonie fait l'objet d'une mise en scène de nuit aux accents lyriques d'André Malraux. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Presque 20 ans plus tard, la victoire de François Mitterrand aux élections présidentielles du 10 mai 1981 marque le retour du Panthéon au premier plan de l'actualité. Une partie de l'histoire de France se réconciliait avec elle-même. Une partie de l'histoire de France qui avait été comme exclue de l'histoire de France depuis des années, où la gauche n'avait pas été au pouvoir en 80. Maintenant, ça paraît banal. Il y a eu l'alternance, il y a eu... Tout ça s'est banalisé quand même. Mais en 81, c'était pas banal du tout qu'un homme de gauche arrive au pouvoir. Donc il fallait trouver un lieu symbolique. Et qu'est-ce qui symbolise le mieux l'histoire de la nation que le Panthéon? Qu'est-ce qui symbolise les grands hommes, ceux qui ont bâti la nation, ceux qui ont bâti la République? Quand Mitterrand entre, il y a un quart d'heure à l'intérieur du Panthéon où il est absolument seul, avec des morts. Seul avec des morts. Il ressort du Panthéon, il est le président de tous les Français.